voilà, je vais donc répondre à la question de Ikram. Pour toi, c'est quoi d'être français? La question qui arrive à point nommé pour que je puisse vous dire ce que c'est que l'histoire de notre pays. Et justement, vous savez quoi? On va aller utiliser la Constitution de 1793, dont je vous parlais tout à l'heure, article 4 de cette déclaration de 1793. Je situe pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route. 1793, on a chassé le roi qui était un traître à la nation. D'accord? Ouais, j'avoue, je fais un peu un tunnel, mais bon. Bah, en même temps, vous me posez des questions qui m'aiment, qui m'animent. 1793, on a fait en 1789, 90, 80... Bon, après, c'est 94, mais 1789, 1790, on invente le drapeau. Histoire du drapeau, elle est double. Je vais vraiment répondre à la question, c'est quoi être français, hein, mais j'explique un peu en détail. Le drapeau, il vient de ça. La cocarde tricolore révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que cette cocarde? C'est le bleu et le rouge des couleurs du peuple qui encadrent le blanc de la monarchie, c'est-à-dire le peuple qui encadre le pouvoir exécutif. D'où ça sort? Ça sort du 17 juillet 1789. On fait la prise de la Bastille. Le lendemain, on nomme un pouvoir municipal révolutionnaire et le surlendemain, Louis XVI se rend à Paris pour reconnaître le pouvoir municipal révolutionnaire issu de la Révolution. Et on lui redonne ça, qui est un beau foutage de... Enfin, voilà, qui est... Pof, on lui met ça en disant « Le peuple encadre les pouvoirs de la monarchie ». Ça, c'est la première étape. Attends, je vais remettre chat parce qu'il y a une deuxième étape. Figurez-vous que... Pourquoi les deux couleurs pour le peuple? Parce que c'était les couleurs du peuple de Paris. C'était les couleurs de Paris, du peuple. Voilà. À un moment donné, ils étaient partis sur une feuille verte. C'est pour ça qu'il y avait un club qui s'appelait les Feuillants. Mais le rouge et le bleu, c'était les couleurs des Parisiens. Et donc, ils avaient tous des cocardes rouges et bleues. Et là, poum, ils ont décidé de mettre le blanc pour dire, bon, bah voilà, on encadre le pouvoir royal. Ça, c'est le sens que conserve aujourd'hui encore notre drapeau, hein. Normalement, vous pouvez remplacer le blanc de Louis XVI par le blanc de Macron, ça marche encore. Le peuple, il encadre le pouvoir exécutif. Et les gens qui sont au pouvoir doivent nous obéir. La souveraineté appartient au peuple. Ok? Donc, première étape. Deuxième étape. Deuxième étape de la naissance du drapeau. Je suis désolé pour ceux qui ont déjà eu l'histoire. Le drapeau français est né d'une grève antiraciste. Oh mon Dieu, il y en a qui vont s'évanouir. Oui, le drapeau français est né d'une grève antiraciste. Pourquoi? Parce qu'en 1790, il y a d'énormes révoltes en Haïti contre l'esclavage. Parce que, y compris, les gens utilisent les principes proclamés par le peuple français, à savoir la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en disant « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et nous ». Ok? Donc, il y a des énormes révoltes en Haïti. Et il y a des révolutionnaires qui soutiennent les révoltes en Haïti. Révolutionnaires qui se font chasser d'Haïti parce que on n'est pas trop d'accord pour qu'ils soient là. Bref, toujours est-il qu'en 1790, en septembre 1790, il y a un bateau, enfin plusieurs bateaux qui sont censés partir de Brest pour aller mater les révoltes en Haïti. Ces bateaux ne partent pas. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Dans les problèmes, il y a le fait qu'ils n'ont toujours pas payé les salaires, donc ça joue. Mais c'est des patriotes, les mecs. Des patriotes, c'est-à-dire des gens qui défendent la Révolution française. Et pourquoi à Brest ils sont forts? Parce que le club des Jacobins, qui est le club de Robespierre, l'autre nom du club des Jacobins, c'est le club breton. Et les Bretons, ils étaient forts. Enfin, le club breton, ils étaient forts, devinez où? En Bretagne. Bah tiens, c'est pas trop difficile à retenir. Donc en Bretagne, il y a une petite ambiance révolutionnaire un peu forte. Et ça va d'ailleurs répondre à la question de ceux qui disaient oui, non, c'est une révolution parisienne. Bah tiens, là, en l'occurrence, on est à Brest. Donc tu parles d'une révolution parisienne. Du coup, à Brest, les marins refusent de partir de Brest. Blablabla, blablabla, ça parle, ça parle, ça parle, et à un moment donné, ils commencent à discuter du drapeau blanc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de drapeau blanc? Pas d'accord avec ça. Et ça finit par arriver à l'Assemblée nationale. Ça arrive à l'Assemblée nationale le 21 octobre, si mes souvenirs sont bons, 1793. Punaise, on aurait dû faire un tweet. C'était il y a quelques jours. On aurait dû dire le drapeau français est né d'une grève antiraciste, ça aurait fait hurler les fachos, on aurait bien rigolé. Donc, on y pensera pour l'année prochaine. Donc, le truc arrive à l'Assemblée nationale. Et il y a Mirabeau, qui était un gros traître dans un certain nombre de situations. Attendez, je vais vous dire la phrase exacte parce que je trouve ça magnifique et je voudrais pas me tromper. Le point... C'est le point?
10 choses que vous ignorez sur le drapeau français. Hop, c'était eux qui... Non, c'était l'Obs. Ok, ouais, 10 choses que vous ignorez probablement sur le drapeau français. Trop bien. Incroyable cet article. C'est ça. Voilà, le drapeau tricolore est la conséquence d'une révolte d'esclaves. Tout à fait. Voilà. Mirabeau prend la parole et vante les 3 couleurs, ce signe de ralliement de tous les amis, de tous les enfants de la liberté, cette enseigne du patriotisme qu'il oppose à la couleur blanche, qu'il désigne comme la couleur de la contre-révolution. Et là, Mirabeau dit: elles vogueront sur les mers les couleurs nationales. Elles obtiendront le respect de toutes les contrées, non comme le signe des combats et de la gloire, mais comme celui de la sainte confraternité des peuples, des amis de la liberté sur toute la terre, comme la terreur des conspirateurs et des tyrans. Magnifique. C'est pas magnifique sans rire? Voilà d'où vient notre drapeau français. Parce qu'ensuite, l'Assemblée nationale décide de mettre sur les navires un drapeau qui est, accrochez-vous, rouge, blanc, bleu. Pas bleu, blanc, rouge. C'est en 1794 qu'ils décideront de le mettre bleu, blanc, rouge. Et ils ont payé Delacroix pour trouver un drapeau. Et Delacroix, il s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Inverser les couleurs. Voilà qui justifiera mon salaire. Pardon. J'arrive, mais en réalité, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils ont demandé à Delacroix une commande du drapeau français. Delacroix, il a juste inversé les couleurs. Bon, brillantissime, bravo Delacroix. Voilà un mec qui savait y faire avec l'argent public. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, ensuite, il décide d'adopter ce drapeau sur les navires. Alors, c'est un petit bout du drapeau. Mais c'est de là que vient notre drapeau français. Et alors, figurez-vous que comme c'était un article de l'Obs et que j'ai moyennement confiance dans le système médiatique, je suis allé chercher la source de la source de la source. Ok, donc je suis remonté à la source initiale. On se croirait dans Buffy contre les vampires. Non, c'est dans... La source, c'est pas dans Buffy contre les vampires, c'est dans le Charmed, je crois. Pardon. Excusez-moi, je suis un boomer. Donc, qu'est-ce que je disais? Charmed, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je suis remonté à la source. Donc là-dedans, il disait, oui, c'est dans un bouquin de 1957 dans lequel il parle de ça. Voyons donc, j'essaye de retrouver le bouquin de 1957. Je trouve effectivement le bouquin et je vois l'article du Moniteur dont il parle. Le Moniteur, c'était ce qui retranscrivait les débats de l'Assemblée nationale. Et je me dis, bon, je vois le truc et le mec qui a écrit le bouquin, c'était genre un médecin qui avait... Bon, qui était moyennement historien à mon avis, quoi. Enfin, je veux bien croire à l'histoire, je la trouve super et tout ça, donc, mais je me dis, je veux quand même aller vérifier mon truc. Donc, je regarde, et puis le mec, il dit, oui, j'ai trouvé ça dans le Moniteur de telle date, etc. Le Moniteur, donc, qui retranscrivait les débats de l'Assemblée nationale. Et figurez-vous que je suis député de la République française et qu'il y a une bibliothèque de l'Assemblée nationale dans laquelle ils conservent les numéros du Moniteur et que j'ai le droit, et que d'ailleurs n'importe qui a droit, si jamais vous en faites la demande, d'aller consulter le Moniteur de l'époque. J'aimerais trop vous le ramener, la prochaine fois je vous le ramènerai. Je crois que j'ai pas le droit, je crois qu'on n'a pas le droit de le sortir. Donc je suis allé voir ça. Pof, j'ai trouvé le débat en question dans le Moniteur avec Mirabeau, qui d'ailleurs s'appelle... Je sais plus, il y a un nom et ils mettent ci devant Mirabeau. Et donc je suis allé chercher à la source de la source de la source de la source le truc qui vous apporte la démonstration que notre drapeau tricolore national, qui est brandi par des fachos pour dire on est chez nous, bouh, ah bah, etc., les immigrés, est en fait issu d'une grève antiraciste. Je trouve que c'est magnifique comme histoire et donc je voulais vous la raconter parce que ça fait partie un petit peu de ce que c'est qu'être français. Mais attends, j'ai pas fini, j'ai encore plein d'histoires à raconter sur ce que c'est qu'être français. Après ça, on invente la devise liberté, égalité, fraternité. Qui c'est qui a inventé ça? C'est Maximilien Robespierre. Ah, désolé. Désolé pour vous, il y a du Maximilien Robespierre sur toutes les écoles et sur toutes les mairies. Vous voyez comme vous êtes des amis de la terreur et je sais pas quoi. Donc, la devise liberté, égalité, fraternité, Maximilien Robespierre qui la propose dans un discours sur les gardes nationales et il proposait qu'il y ait écrit pour le peuple français, liberté, égalité, fraternité. Et voilà, être français, c'est être antiraciste. Mais attendez, c'est pas fini, j'ai encore 2 histoires à vous raconter. Je vous parle de la Marseillaise. La Marseillaise, notre hymne national. Je parle des symboles, hein. Être français, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout c'est dans la partie qui est en légèreté, c'est un attachement à des symboles. D'accord ?
La Marseillaise, qu'est-ce que la Marseillaise? Tiens, c'est un hymne qui est composé, par Rouget de Lille en avril 1792. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la guerre à enfin plus exactement, il y a l'intégralité, des monarchies qui ont envie de nous casser la figure et que donc on est en train de faire, on déclare la guerre, aux Autrichiens, si mes souvenirs sont bons, pour, dire: «Bah, maintenant ça suffit, vos espèces de petites magouilles, ça commence à bien faire». Et il y avait d'ailleurs bon bref, je vous passe sur les débats sur ceux qui voulaient la guerre, ceux qui voulaient pas la guerre, mais je passe sur ces débats-là. Donc on compose la Marseillaise. Mais tiens, c'est bizarre parce que la Marseillaise, c'est l'hymne de guerre de l'armée du Rhin. Donc le Rhin, c'est plutôt, nord-est, vous voyez quoi? Et Marseillaise, c'est plutôt, sud-est. Pourquoi ça s'appelle la Marseillaise? Parce que c'est les fédérés marseillais qui, en 1792, remontent justement pour aller faire la guerre et participer à l'effort de guerre, qui ont adoré la chanson et donc ils la chantaient à plein poumon et du coup ça a fini par s'appeler la Marseillaise parce que comme les Marseillais la chantaient sans arrêt, bah pouf, c'est devenu la Marseillaise. Donc deuxième réponse à la personne qui me dit que la Révolution, c'était qu'une révolution parisienne, qui est en général l'argument de ceux qui détestent la Révolution. Non, c'était une révolution de partout et il y avait des fédérés marseillais qui arrivait là. Et on va effectivement arriver à Valmy et à la victoire du peuple français contre les monarchies coalisées. Mais attendez, je vous raconte juste un petit truc sur la Marseillaise au passage. Parce que, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Non, je vais vous raconter même deux trucs sur la Marseillaise. Parce que, après tout, vu qu'on y est sur cette histoire-là, moi, ça me plaît de vous la raconter. Vu qu'on est 700, bah, au moins, il y aura 700 personnes, plus 130 sur Instagram. Il y aura allez, 800 personnes qui auront ça dans la tête. Et ça me fait bien plaisir. La Marseillaise, il y a plusieurs choses à vous dire dessus. Déjà, elle est un peu, comment dire? Heu, J'essaye de vous trouver une formule qui ne donne pas lieu à, un extrait coupé qui soit, elle est, disons, contre l'autoritarisme de l'État. On va employer cette, formule-là. Parce que, avez-vous déjà entendu ces paroles et vous êtes-vous déjà posé la question: «Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé». C'est chelou, non? Qu'est-ce que c'est que cet étendard sanglant de la tyrannie? Parce que l'étendard sanglant, c'est donc un drapeau rouge. Le drapeau rouge, c'est plutôt le drapeau des socialistes, des communistes, et cetera. Mais à l'époque, ben, c'est pas trop l'ambiance encore des socialistes et des communistes. Donc qu'est-ce que c'est que ce drapeau rouge? Eh ben, le drapeau rouge, c'est le drapeau rouge de la loi martiale. C'est le drapeau rouge que pouvaient saisir les forces de répression, et notamment l'armée à l'époque, pour que quand il y avait une manifestation, ils brandissaient le drapeau rouge comme ça, ils faisaient ouh, drapeau rouge. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on allait tirer dans la foule. Ok? C'est ça que ça faisait le drapeau rouge. Et ce drapeau rouge a notamment été utilisé le 17 juillet 1791, quand, après la fuite du roi à Varennes, des gens ont commencé à dire, bon, un mec qui essaye de fuir, qui prévoit de revenir avec une armée étrangère pour faire la guerre à son propre peuple, pour rétablir son pouvoir monarchique absolu, ça commence à faire beaucoup quand même comme trahison de la patrie, hein. Donc, eh ben, comme on commence à en avoir un peu ras-le-bol, les mecs, ils ont fait des pétitions pour demander la destitution du roi, en gros. Pour dire le roi, bon, ça commence à bien faire. Ça demandait pas tout à fait la République, mais on n'en était pas tout à fait loin. Ok? Et donc, le drapeau rouge, c'est le drapeau rouge de la loi martiale utilisé le 17 juillet 1791 notamment, parce que les pétitionnaires qui venaient de manière pacifique se sont fait tirer dessus. Et qui était le commandant de la garde nationale à l'époque? Quelqu'un qui s'appelle Lafayette, qui donne son nom à beaucoup de rues, mais qui a trahi en passant à l'ennemi et qui en plus était le responsable de la répression de cette manifestation qui était une manifestation de patriotes républicains. Bon. Donc, d'une certaine manière, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, ça marche aussi avec les tirs de LBD, hein, pour info. C'est aussi, c'est dans la logique là. Et sachez que c'est quelque chose qui a eu qui a eu un gros impact dans les contemporains, cette répression de la manifestation du 17 juillet 1791. À tel point que, un demi-siècle plus tard, en 1848, quand il y a une nouvelle révolution française qui aboutit à la Deuxième République, il y a un débat pour savoir si on prendra le drapeau rouge des ouvriers, parce que les mecs, eh ben, ils ont pris le drapeau rouge pour renverser le stigmate aussi, pour dire, eh ben, puisque vous nous tiriez dessus avec ce drapeau rouge-là, eh ben, on va le prendre nous-mêmes pour dire que maintenant, c'est le peuple qui décide et c'est pas l'armée. Ok? Donc, c'est aussi ça le symbole du drapeau rouge.
ouvriers, socialistes et communistes. Eh ben, en 1848, c'est une révolution ouvrière, d'accord? Et donc les ouvriers, à un moment donné, ils disent bon bah le drapeau blanc, le drapeau bleu blanc rouge, pardon, c'est aussi le drapeau de Napoléon, c'était pas trop l'ambiance. C'est aussi le drapeau qui a été pris par la monarchie enfin la monarchie de Juillet juste avant. Bon bah il y aurait peut-être besoin de changer le symbole. Et c'est Lamartine qui va emporter l'adhésion en disant le drapeau tricolore a fait le tour de l'Europe, tandis que le drapeau rouge n'a fait que le tour de la place du Champ de Mars. Et ça va emporter l'adhésion. La place du Champ de Mars où il y avait donc la manifestation réprimée du 17 juillet 1791. Ça va emporter l'adhésion et on va décider de conserver le drapeau tricolore. Mais ce que je voulais vous dire sur la Marseillaise, c'était donc ça, cette histoire d'étendard sanglant de la tyrannie. Mais je veux aussi répondre sur ceux qui disent oui, la Marseillaise c'est un chant raciste parce que ça dit marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang impur? C'est vrai que c'est chelou. Quand tu l'écoutes avec nos mots à nous, tu te dis sang impur, c'est un truc qui fait référence aux étrangers. Eh ben non, c'est pas du tout à ça que ça fait référence aux étrangers. C'est pas du tout aux étrangers que ça fait référence. Le sang impur, c'est le sang du peuple. Il faut vous représenter la France de l'époque. C'est une France paysanne, rurale, et la question de faire pousser des trucs pour pouvoir se nourrir, ça fait largement partie de l'état d'esprit de l'époque, compte tenu du fait qu'il y avait eu déjà en 1788 des très mauvaises récoltes et qu'en partie, la Révolution française est issue de cette situation de très mauvaises récoltes. Donc, le sang impur, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est le sang du peuple. Pourquoi? Pour deux raisons. Enfin non, pour une raison, c'est que les nobles proclamaient qu'ils avaient un sang bleu et un sang pur. Et donc, le peuple, par réponse, d'une certaine manière, disait que nous avions, nous, un sang impur. Et il faut bien écouter la fin de la phrase. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Et là, je vais vous montrer d'autres couplets de la Marseillaise, parce qu'on ne les chante pas tous. Et il y a pourtant des choses intéressantes dedans qui nous permettent d'éclairer au regard justement des couplets d'après quel est le sens de ce qui nous est dit dans cette Marseillaise. Regarde, je vais sur le site de l'Assemblée nationale, vous n'allez pas me dire que c'est un site complotiste ou je ne sais quoi. Alors, sur le site de l'Assemblée nationale, vous avez un deuxième article, un deuxième couplet qui dit, je vais vous le trouver. Voilà. Quatrième couplet. S'il tombe, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau, contre vous, tout prêt à se battre. Vous voyez, c'est la même idée. Un sang impur abreuve nos sillons et il va y avoir des nouveaux soldats qui vont pousser et qui sont contre vous, tout prêts à se battre. Et bien là, c'est la même idée. S'il tombe, nos jeunes héros, la terre en produit de nouveau. Vous voyez aussi qu'il y a des références à la France agricole de l'époque. La terre en produit de nouveau, contre vous, tout prêt à se battre. Et c'est pas fini. Parce que juste après, il y a le cinquième couplet qui vous montre à quel point la Marseillaise ne peut pas être considérée comme un chant, ne fait pas entrer le racisme dans son idée. Français, en guerriers magnanimes, portons ou retenons nos coups. Épargnons ces tristes victimes, à regret s'armant contre nous. Mais ce despote sanguinaire, mais ces complices de bouillé, tous ces tigres qui sans pitié déchirent le sein de leur mère, cela, en gros, on peut leur faire la peau. C'est quand même un chant de guerre, hein, faut pas se mentir non plus. Donc, vous voyez que dans la Marseillaise, il est quand même dit ne tuons pas ceux qui s'arment à regret contre nous. Donc, si jamais c'était une histoire de nationalité, enfin de sang pur des Français contre le sang impur des étrangers, vous voyez bien qu'on ferait pas ça. Ça serait un truc absolument purement agressif. Et puisqu'on en est là, tenez, je vais aussi vous en faire un dernier. Est-ce que vous connaissez Veillons au salut de l'Empire? Ah tiens, Veillons au salut de l'Empire, il est chelou, les moments, il nous parle de la République, et en même temps, il nous propose une chanson qui s'appelle Veillons au salut de l'Empire. Oui, mais sauf que c'est une chanson, ça les fait marrer. C'est une chanson de 1791. Et je suis toujours en train de répondre à la question, c'est quoi être français, hein. C'est une chanson de 1791. Donc, l'Empire, à l'époque, c'est l'Empire de la liberté. Ok, c'est le règne de la liberté. Veillons au salut de l'Empire, ça veut dire veillons au lieu où règne la liberté. Et il est
absolument magnifique, cette chanson. Alors, par contre, la partie musicale est vraiment pourrie. On dirait une valse, C'est vraiment très chiant. Ça fait «Veillons au salut de l'Empire». C'est comme ça, hein. C'est vraiment nul, nul de chez nul, tu vois? Mais mais par contre, les paroles, elles sont super. Et vous avez donc c'est vraiment, c'est martial, hein. C'est, «Plutôt la mort que l'esclavage», c'est la devise des Français, et cetera, et cetera. Et vous avez à la fin un couplet qui est internationaliste. Il y a une forme d'internationalisme dans ce couplet. Jurons union éternelle avec tous les peuples divers, jurons une guerre mortelle à tous les rois de l'univers. Liberté, liberté, que ce nom sacré nous rallie. Poursuivons les tyrans, punissons leurs forfaits. On ne voit plus qu'une patrie quand on a l'âme d'un Français. Vous voyez que de la manière dont c'est écrit, l'idée d'être français, cela veut dire voir l'unité du peuple universel et combattre la partie monarchique, la partie tyrannique, essayer de faire régner la liberté. Voilà l'idée qui est associée à l'idée de peuple français. Et j'en terminerai là, puisque c'était là où j'allais aboutir, c'est que la République française définit pour la première fois justement ce que c'est qu'être français. Parce que figurez-vous qu'à l'époque, la nation, c'est pas un truc qui existe. Et c'est une notion qui est en train de se définir, qui est en train de prendre corps. Elle prend corps notamment dans la bataille de Valmy, où les armées françaises, combattant les monarchies, vont charger au cri de «Vive la nation». Mais qu'est-ce que la nation? C'est le peuple souverain. Et c'est le peuple qui se définit comme peuple, comme nation, parce que justement, il définit sa souveraineté. Et là, ben, il y a la bataille de Valmy, donc le 20 septembre 1792, et au lendemain de la bataille de Valmy, 21 septembre 1792, la nouvelle de la victoire de Valmy arrive à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale décrète la fin de la monarchie et le début de la Première République. Première République dont la Constitution finit par aboutir le 24 juin 1793, à peu près un an plus tard. Et là, on définit pour la première fois ce que c'est que la citoyenneté. Alors, problème, les femmes sont laissées de côté. Et ça, il va falloir 150 ans avant que les dirigeants politiques considèrent, enfin, je veux dire que ceux qui sont au pouvoir ne considèrent que ça ne doit pas juste être une question d'homme. Donc, énorme problème de cette constitution, les femmes ne sont pas citoyennes. Alors même que, et là pour le coup, c'est une erreur, je dis alors même qu'il y avait des débats à l'époque sur le sujet et que une bonne partie de la révolution est le fait de l'action des femmes elles-mêmes. Je vous ai parlé du 5 octobre tout à l'heure où elles sont allées chercher le roi à Versailles. Mais il y a d'autres épisodes révolutionnaires. Vous avez des révolutionnaires très célèbres, Pauline Néon par exemple, qui font le sel de la révolution. Mais on définit pour la première fois ce que c'est que la citoyenneté. Ok ? C'est-à-dire, on ne définit pas une nationalité, on définit la citoyenneté. Être français, c'est être citoyen. Ok ? C'est participer aux décisions de la nation par le vote et par l'élection. Pourquoi ? Parce que justement, ce qui définit l'égalité des Français, c'est leur égale capacité à faire la loi. Un bulletin de vote égale une voix. Le jour du vote, Alexandre, Mathis, moi, Bernard Arnault ou n'importe qui, on a tous un bulletin de vote égale une voix. Alors Bernard Arnault, il a le Parisien qui lui permet d'essayer de vous influencer dans votre vote, mais quand il va dans le bureau de vote, une personne égale une voix. Et parfois même, si vous avez pris une procuration, vous pouvez voter 2 fois, donc ça c'est cool. Mais je charrie, mais donc notre égale définition. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est défini. Tiens, attends, pour la blague. C'est comme ça que c'est défini à l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui précède. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi. Par la nature, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence biologique. Devant la loi, ça veut dire dans l'égale capacité à faire la loi par le vote et dans l'égale obligation d'appliquer la loi parce que l'ayant décidé tous conjointement, eh ben, on se dit qu'on va tous la respecter. Mais du coup, pour la première fois, on définit ce que c'est que la citoyenneté. Et je vais répondre à la question. Du coup, la France... Attends, qui m'a posé ça? Du coup, la France, ça commence à la Révolution. Il faut que je me garde la question de côté. Qui m'a mis ça? Je l'ai vu passer, mais je la retrouve plus.
Bon, bah, j'ai raté, c'est pas grave. Je veux bien qu'on me la remette la question. Mais donc, pour la première fois, on définit la citoyenneté. Tout homme né et domicilié en France âgé de 21 ans accompli, point virgule, tout étranger âgé de 21 ans accompli qui domicilie en France depuis une seule année, il vit de son travail ou acquiert une propriété ou épouse une Française ou adopte un enfant ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité est admis à l'exercice des droits de citoyen français. Égal, être français, ça n'est pas une langue, il y en a plein à l'époque des langues en France. Il y a des gens qui parlent le français, il y a des gens qui parlent des patois, il y a tout un tas de langues. Et jusque environ dans le début du XXe siècle, il y a vraiment plein de langues qui sont parlées dans notre pays. Donc, c'est pas une langue, c'est pas une religion. Il n'est pas dit qu'il faut être chrétien ou je sais pas quoi. C'est pas une couleur de peau. D'ailleurs, il va y avoir dès 1794, 93 ou 94, je me souviens plus. 94, 93, je crois. Il va y avoir des députés noirs dans l'Assemblée nationale, des députés, pas des électeurs, des députés. Et quand l'abolition de l'esclavage sera finalement proclamée, sachant qu'elle a déjà été réalisée par ceux qui se sont battus contre l'esclavage, en fait, l'Assemblée nationale finit par enregistrer le fait que l'esclavage est déjà aboli de fait, notamment en Haïti. Et ben, quand on va se retrouver avec plein de gens qui étaient en situation d'esclavage et qui d'un coup le sont plus, qu'est-ce qu'on fait? Citoyens français. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas d'intermédiaire. Les gens, ils étaient esclaves. On va pas dire, bon, bah, ils sont dans une situation intermédiaire d'étrangers présents sur le sol national. Bien sûr que non. Tout le monde devient français. Donc, c'est ni une couleur de peau, ni une religion, ni une origine, ni rien du tout. C'est vous épousez quelqu'un, vous acquérez une propriété, vous vivez de votre travail, vous adoptez un enfant, vous nourrissez un vieillard, vous êtes utile à votre pays et à la société, et même si vous avez juste bien mérité de l'humanité, bah voilà, citoyen français. C'est ça, être français. C'est-à-dire, l'essence de notre nation, à partir du moment où on invente le drapeau tricolore, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité, qui sont aujourd'hui encore nos symboles, c'est ça. On est français parce qu'on est citoyen. Et c'est justement l'idée dont on est sorti. Et en fait, on en est sorti à partir environ du XXe siècle. Au XXe siècle, c'est là qu'on invente les papiers d'identité. Ça n'existait pas avant, figurez-vous. Et figurez-vous même qu'en 1848, ils avaient abaissé le seuil de résidence sur le territoire national pour avoir la citoyenneté française à 6 mois. 6 mois. 6 mois, t'es là, poum, t'es français. Enfin, t'es citoyen français. Et c'est un peu plus tard que ça arrive. C'est avec la montée de ce qu'on a appelé les nationalismes, où là, il y a des gens qui ont commencé à dire mais non, mais être français, c'est une histoire de sang. Et d'ailleurs, ça remonte à au moins Jeanne d'Arc. Vous savez, moi, ma famille, elle est là depuis 2000 ans. D'ailleurs, j'ai des preuves. Bla 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 bla. Et un jour, eh ben, ton fils ou ta fille, il a décidé qu'il était tombé amoureux de quelqu'un qui venait pas de France. Tu vas faire quoi avec ta génération d'il y a 2000 ans? Et ben voilà, c'est fini. Et vous voyez que cette manière de concevoir la citoyenneté, la nationalité, la République française, c'est justement celle qui permet de faire peuple tous ensemble en essayant de cibler les problèmes qui sont les problèmes du peuple français. Parce qu'aujourd'hui, justement, l'un des problèmes qu'on a comme citoyen français, c'est quel est notre pouvoir? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir de citoyen français à partir du moment où le gouvernement peut nous faire des 49.3? Et je signale quand même que le gouvernement a imposé une réforme des retraites dont absolument personne ne voulait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à dire que c'est la faute des immigrés, que c'est la faute des musulmans. C'est la faute de qui exactement si le gouvernement a réussi à faire passer une réforme des retraites? C'est la faute au fait qu'on a une constitution qui permet à ce gouvernement de faire passer en force des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je pense qu'il est temps, justement, qu'on redéfinisse notre constitution et que, ce faisant, on redéfinisse ce que c'est que notre citoyenneté. Et moi, je suis pour une citoyenneté augmentée avec des référendums d'initiative citoyenne qui permettent de proposer des lois, abroger des lois, dégager des élus si on n'est pas content d'eux et de changer la Constitution si on en a envie. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà, je pense, ce que il me semble devoir être la bonne solution.
Voilà ce que je voulais vous dire. Enfin, du coup, j'ai répondu à la question, mais on a eu du coup un avant-goût des bastons qui vont se mener sur le thème de l'immigration, parce que moi, je vais parler de tout ça. Et ça me fait trop plaisir de parler de tout ça, parce que au final, ce dont on parle, c'est de ce qui permet d'unir le peuple, de fédérer le peuple. Et c'est qu'une étape, la fédération populaire, parce que la fédération populaire, son objectif, c'est de remporter les victoires qui sont derrière. Le peuple uni, c'est on retire la réforme des retraites, on passe la retraite à 60 ans, c'est on augmente le SMIC, on augmente les salaires, on récupère la souveraineté sur nos institutions, on se bat contre le changement climatique. Bref, l'unité du peuple, c'est un préalable pour obtenir les victoires dont on a besoin pour mettre en place une autre politique. Et c'est justement pour ça que c'est indispensable. C'est justement pour ça que ce que fait Marine Le Pen, c'est délétère. Ou ce que fait Éric Zemmour, c'est délétère. Parce que les gars, ils sont toujours en train de chercher ce qui va permettre de diviser le peuple. Et au lieu de créer de l'unité, de faire en sorte que les gens se divisent les uns entre les autres en fonction de savoir si c'est quoi ton origine, c'est quoi machin, etc. Et vraiment, je le redis, mais les gens qui votent pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour et qui ont de la famille qui vient d'Italie, d'Espagne, etc., parce que votre problème, c'est avec les musulmans et les gens qui viennent d'Afrique, mais imaginez-vous si ça avait été la même règle pour vos grands-parents, vous ne seriez pas français. Vous ne seriez pas français, je ne serais pas français, nous ne serions pas français. Et pourtant, vous voyez bien que l'adhésion à la France, l'adhésion à notre pays, à ses symboles et à ses valeurs, ça n'est pas un truc qui dépend de l'origine des gens, c'est un truc qui dépend de l'amour qu'on porte à justement ces valeurs-là. Et la France, elle est belle et elle est rayonnante dans le monde quand elle est le phare de ces valeurs-là. Quand la France, c'est le pays des droits de l'homme, là, elle rayonne dans le monde. Quand la France, c'est un pays qui porte la voix de la paix à l'intérieur du conflit israélo-palestinien, c'est là qu'elle rayonne dans le monde. Quand la France est non alignée sur des puissances étrangères, comme les États-Unis par exemple, c'est là qu'elle rayonne dans le monde. Quand la France est indépendante, c'est là qu'elle rayonne dans le monde. Quand la France parle d'une voix qui est une voix qui est stable et sûre et qui parle au nom de l'intérêt général humain et pas au nom du seul intérêt français, c'est là que la France résonne dans le monde. Donc qu'est-ce qu'on veut? Une France rabougrie, dans laquelle on supprime le droit du sol, comme le proposent Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou bien une France en grand, une France qui soit... Merci pour l'abonnement, mais encore une fois, il faut arrêter de vous abonner sur Twitch. Ou bien une France... Arrêtez de faire ça, ça me met mal à l'aise. Ou bien une France en grand, telle qu'on la propose là. C'est ça notre symbole. Pour le monde entier, la France, c'est le pays de la révolution, des droits de l'homme. Vous savez que la France, en chinois, ça se dit fagot. Putain, je vais vous apprendre un truc. Il y en a peut-être qui parlent chinois. Ni hao, ni hao ma, washaha, washanra. J'ai fait 2 ans de chinois, je vous assure, j'ai tout oublié, mais j'ai retenu ça. La France, ça se dit fagot. Go, c'est le petit mot pour pays. Alors, il y en a plusieurs pays. Chungo, par exemple. Wapuha. Ok, je vois qu'il y a des gens qui parlent un peu chinois. Chungo, par exemple, c'est la Chine. Chungo, ça veut dire le pays du milieu. Chung, c'est le milieu. Go, c'est pays. Et ben, Fago, c'est quoi? C'est le pays de la loi. Les Chinois, pour eux, Fa, c'est la loi. Et Go, c'est pays. Pour les Chinois, la France, c'est le pays de la loi. Franchement, c'est pas magnifique d'être ça, le pays de la loi. Vous voyez bien que ça colle exactement avec tout ce que je viens de vous dire. Pour un pays qui est peuplé de 1,2, je crois, milliards d'habitants, la France, c'est le pays de la loi. C'est magnifique. J'adore, je dis ok, banco, belle définition de notre pays. La France, c'est le pays de la loi. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui trouvent que, vous voyez, quand notre pays, il envoie des images à l'étranger de policiers qui tapent sur les manifestations, alors que normalement on est un pays révolutionnaire, bah tout ça, c'est pas plaisant. Et justement, en l'occurrence, moi j'en veux pas aux policiers. Ça va peut-être vous choquer, j'en veux même pas aux policiers, moi, qui font ça. Moi, j'en veux aux policiers individuellement quand ils tiennent des propos racistes ou qui sont violents individuellement. Mais quand ils appliquent les ordres de M. Darmanin et de M. Macron, j'en veux pas collectivement aux policiers. Je dis pas qu'ils sont responsables de cette situation. J'aimerais bien qu'ils désobéissent. J'aimerais bien qu'ils n'écoutent pas M. Macron. Et ils ont fait la démonstration qu'ils étaient capables des fois de désobéir et sur des circonstances qui n'étaient pas franchement très honorables pour eux parce qu'il s'agissait de défendre des collègues qui avaient tabassé un jeune homme à Marseille. Donc ils ont fait la démonstration qu'ils savaient le faire. Mais dans l'histoire de notre pays, y compris dans ça, il y a quand même eu quelques moments où
y compris des révolutions très à gauche, comme la Commune de Paris, ça commence par une fraternisation entre la foule et l'armée. Bref, je vous laisse sur ça, mais voilà. Voilà ce que c'est pour moi être français. J'ai répondu longuement à la question, j'ai pris du temps pour y répondre. Je suis désolé pour cet énorme tunnel, comme dit Kmeu, mais ouais, c'était un tunnel. Mais en attendant, eh ben, vous avez deux, trois éléments sur ce que c'est que l'histoire de... Enfin, à mes yeux, hein, on peut être pas d'accord avec moi. Voilà, il y a quelqu'un qui dit je suis avec toi, frérot, ça me va. Mettez des cœurs si vous êtes d'accord. Enfin, sur Twitch, vous pouvez pas, mais sur Instagram, vous pouvez. Mais voilà, moi, je pense que c'est ça la parole qu'on doit porter. Et franchement, enfin, vous faites comme vous voulez, hein, mais elle est pas belle, la France que je propose. Elle est pas beaucoup plus belle que la France qui dit que la version de la France de Marine Le Pen. Franchement, c'est pas magnifique. Ça vous rend pas fier d'être français, d'avoir une histoire comme ça? C'est pas une histoire à laquelle tout le monde peut adhérer, quelle que soit son origine, sa religion, sa couleur de peau. Et pourtant, il y a des choses à en dire. Parce que, par exemple, la colonisation. La colonisation, c'est une trahison de l'idéal républicain. C'est l'inverse de ce que propose la France. Et d'ailleurs, tenez, tiens, je vous en apporte la preuve dès le départ. Déjà parce que vous avez vu tout ce que je viens de vous dire. Mais la fin de la constitution de la Première République, c'est sur la politique internationale. Et bien sur la politique internationale, regardez donc des rapports de la République française avec les nations étrangères. Magnifique. Ok ? Article 118. Le peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres. Ok ? Article 119. Le peuple français ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations. Il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien. Ok ? Article 120. Et là, ça va faire hurler les fachos. Désolé. Article 120. Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. Il le refuse aux tyrans. Ok ? Et enfin, article 121. Il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. Donc, conclusion. Article 119 et article 118 interdisent la colonisation, qui a été largement pratiquée après, y compris par la République. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes comme Jules Ferry qui ont tenu des propos sur la colonisation, qui sont des propos d'un racisme absolu, et qui pourtant donnent leur nom à certaines écoles, parce que Jules Ferry, on considère que voilà, c'est un des grands noms de la République française. Bah, il y a toute une partie des choses qu'il avait dites, c'était sacrément raciste, tu vois. On pourra une autre fois aller regarder ce qu'il racontait, mais vraiment, c'est abominable. Et puis, il y a quand même l'article 121 qui interdit la collaboration avec les nazis, n'est-ce pas? Puisque il ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire, et ben ça, je suis désolé, ça ne permet pas de faire la collaboration. Donc, c'est vrai, le drapeau français a en partie été abîmé par la colonisation qui est une trahison de ses valeurs et par la collaboration qui est une trahison de ses valeurs également. Et ce que j'essaye de faire en vous racontant toute cette histoire-là, c'est de faire en sorte de rappeler ce que c'est normalement l'histoire de notre pays, de ce que c'est que de comment on construit, de comment on a construit notre pays. Et il y a des gens qui ont trahi les valeurs de notre pays et qui pourtant se sont prévalus des symboles nationaux. Mais on peut trouver à chaque étape, à chaque période, des gens qui étaient du bon côté de la barricade. Des gens qui défendaient, y compris, je vous ai dit tout à l'heure, 1700, pendant la Révolution, il y avait des gens qui défendaient le droit de vote des femmes dès le début. Dans les étapes successives, eh ben, il y avait des gens qui portaient la République sociale, il y avait des gens qui portaient l'augmentation du pouvoir pour le peuple, etc., etc. Je pense que c'est ce fil-là dans l'histoire qu'il nous faut mettre en avant et valoriser. Et au regard de ce fil dans l'histoire, condamner ce qui a été fait au nom de notre pays quand on n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait. Je pense notamment en ce moment à la colonisation. Voilà. Je trouve que c'est une histoire qui est plus intéressante à raconter que celle de Marine Le Pen, parce qu'au final, moi, j'arrive pas bien à comprendre ce qu'ils veulent à la fin. Vraiment, je comprends pas. D'où ça sort l'idée que tu aurais un sang qui serait plus spécial que les autres, tu vois. C'est chelou si tu y réfléchis. Enfin, je veux dire, maintenant qu'on a dit tout ça, là, c'est bizarre si tu y réfléchis.
Les frontières, c'est une définition historique, ça s'est passé petit à petit, ça n'a pas toujours été les mêmes, c'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire, quand on y réfléchit, c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir, ton village qui est de ce côté-là de la frontière, il va y avoir un village qui est juste de l'autre côté de la frontière? Qu'est-ce qui fait la très grande différence entre les 2 en termes de culture, en termes de voilà, je vous laisse avec cette question-là, mais voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Écoutez, je vous souhaite bonne soirée. Follow la chaîne avant de partir si vous l'avez pas fait. Bisous à tous, salut et à la semaine prochaine, mercredi 18h. OK? Salut tout le monde.